Bien, écoutez, je vous remercie d'être présents ici nombreux. Je reconnais des parlementaires très spécialistes du sujet. Je remercie la présidente de la commission des affaires sociales, Mugadini. Voilà, enfin, je ne vais pas citer tous les parlementaires qui sont ici. Je le ferai au fur et à mesure. Voilà, comme ça, je ne vexerai personne. Je voudrais vous dire que nous sommes en direct sur Internet et qu'il y a eu pas mal de connexions la dernière fois, donc il y en aura certainement encore plus cette fois-ci. Et voilà, l'idée est d'avoir, je le rappelle, un débat en marge et au cœur, au fond, de cette volonté de réformer notre système de retraite, parce qu'il y a urgence et qu'il ne faut pas être dans le déni de réalité. Il y a une réalité, il faut pouvoir l'affronter. Et en même temps de dire la réforme des retraites, c'est pas uniquement une réforme de paramètres, c'est pas une vision algébrique du travail ou du temps passé à la retraite. C'est évidemment beaucoup plus que cela. C'est d'abord une histoire. Nous l'avons traité la semaine dernière en essayant de parler de l'évolution. Je salue l'arrivée du président Longuet. Donc c'est à la fois le fruit d'une histoire, mais c'est aussi le fruit d'une culture ou de données qui s'imposent à nous, ou en tout cas qu'on peut changer, mais en tout cas sur le long terme. C'est pour ça que le thème n'est plus l'histoire des retraites, mais qui est au fond la compréhension de ce qu'est un régime par répartition, de ce qu'est la démographie dans un régime par répartition, de ce que peut du déséquilibre au fond des retraites. Et pour ce faire, donc, j'ai invité Hervé Lebras, qu'on ne présente pas, c'est en général comme ça qu'on dit, qui est donc un des grands spécialistes français de la démographie, entre autres. Et je pense que ce serait très intéressant que M. Lebras puisse nous éclairer sur le long terme, sur l'idée de démographie et de retraite, au fond, comment tout ça joue. Certains considèrent que ça n'a aucune influence. Je peux estimer que ça a quand même de l'influence, une influence heureuse, mais une influence quand même, qu'il y ait une contrainte d'équité entre les générations. Voilà, donc Hervé Lebras nous dira ce qu'il a bien envie de nous dire, mais en tout cas, nous attendons avec impatience ses propos. Et puis Raoul Briet, qu'on connaît bien. Raoul Briet a fait un parcours très important, à la fois à la tête comme directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'était avant vous que vous n'en soyez présidente. Vous avez occupé aussi les fonctions de directeur de la sécurité sociale. Vous avez été l'un des auteurs du livre blanc de Michel Rocard. Michel Rocard, que j'ai rencontré d'ailleurs ce matin. C'est tout à fait intéressant d'avoir un débat avec Michel Rocard et à la fois la distanciation qu'il a aujourd'hui et en même temps la connaissance approfondie qu'il a des choses. Donc ça a été très passionnant. Et moi je pense que ce serait évidemment intéressant que vous remettiez vous-même aussi en perspective cela. Au fond, la retraite, c'est aussi de la santé. Vous avez donc été dans beaucoup de domaines et voilà, votre expérience sera très utile d'élargissement au fond du sujet. Et puis Danielle Karniewicz, qui elle est l'opérationnelle, puisqu'elle est présidente de la CNAV, c'est celle qui vous verse en fait vos retraites pour ceux qui sont retraités. Et si vous avez des espoirs, vous ne savez pas bien ce que sera votre retraite, Danielle Karniewicz a l'ensemble des situations professionnelles sur 25 ans, des uns et des autres dans sa tête, ou presque. Donc vous pouvez l'interroger. Non, c'est intéressant d'avoir l'opinion de la présidente de la CNAV. Vous savez que c'est géré par les partenaires sociaux, donc c'est au contraire une gouvernance extrêmement intéressante. Moi, quand je suis allé à la CNAV, j'ai pu voir au fond la plateforme téléphonique. C'est très intéressant de voir la réalité des choses, pourquoi les gens appelaient, les renseignements qu'ils voulaient, la capacité très forte d'ailleurs de vos agents à répondre à ces questions. J'ai vu aussi un certain nombre de personnes solder leur pension, leur retraite, dans les bureaux faits pour cela. J'ai essayé de les retenir, mais non, ils voulaient prendre leur retraite. Donc, en même temps, avec un agent, les choses ont été accompagnées. On leur a dit comment, combien, dans combien de temps, comment. Enfin voilà, c'était extrêmement intéressant de voir les choses se passer. Et vous avez donc une vision à la fois personnelle,
une vision syndicale, et puis aussi une vision opérationnelle des choses, et on sera très heureux de vous écouter. Voilà, j'ai assez parlé. Il y aura des questions si vous le souhaitez. L'idée c'est que ça dure à peu près 1 heure, hein, pas plus, mais on peut se dire beaucoup de choses en 1 heure. Il y aura peut-être des questions aussi des internautes, mais je vais immédiatement céder la parole à Hervé Lebras. Merci, Monsieur le Ministre. Eh bien, je vais essayer de tenir le programme que vous venez de m'assigner en abordant d'abord des questions de démographie concernant les retraites, mais aussi, je dirais, de politique démographique, et puis ensuite en faisant une proposition qui concerne la question de l'équité entre les générations. Alors, sur les conditions démographiques de la retraite, elles ont radicalement changé depuis les ordonnances fondatrices. L'espérance de vie si on prend non pas l'espérance de vie à la naissance, mais celle à 60 ou à 65 ans, je vais prendre celle à 65 ans, qui est un bon indicateur. Quand vous regardez, on peut calculer quelle a été cette espérance de vie à 65 ans depuis 1806, date du premier recensement à peu près fiable. Eh bien, de 1806 à 1945, cette espérance de vie, donc l'âge, la durée moyenne de vie qu'avaient les personnes qui atteignaient 65 ans, a été de 10 ans. Elle n'a pas bougé pendant 150 ans. Donc, les rédacteurs des ordonnances étaient quand même fondés à se dire on est dans un domaine de stabilité et on peut raisonner là-dessus. Or, aussitôt après, en 1946, il y a eu un bond à cause de la découverte notamment des antibiotiques. C'est passé à 12 ans. Puis lentement, à 13 ans en 1980, on est à 18 ans en 2010. Donc on est 80% au-dessus de ce qu'avaient, au fond, en considération les fondateurs du système. On continuera. Actuellement, la plupart des démographes européens pensent qu'on est sur une lancée qui va durer longtemps. Ça veut dire une année de vie gagnée tous les 5 ans pour les personnes qui ont atteint 65 ans. Il se trouve qu'en plus de ça, cette année de vie est une année, si on peut dire, de bonne vie. C'est-à-dire que maintenant, on calcule des espérances de vie en bonne santé, parce que ça ne sert pas à grand-chose de vivre très longtemps si c'est pour être cloué sur un lit avec des petits tubes accrochés à vos viscères. Or, en calculant l'espérance de vie en bonne santé ou l'espérance de vie sans incapacité, il y a eu beaucoup de travaux et de débats sur ce sujet, on s'aperçoit qu'elle tend à croître plus rapidement que l'espérance de vie. Donc le nombre moyen d'années de vie passées en mauvaise santé tend à diminuer. Autrement dit, ce qui est gagné, c'est très largement du temps en bonne santé. Grosso modo, si on gagne 1 an de vie tous les 5 ans à 65 ans, on gagne en fait 1 an de vie en bonne santé tous les 4 ans. Donc c'est rapide. Et ça pose la question absolument du régime et de la retraite, puisqu'il n'y a aucune raison que ce gain soit entièrement affecté à la retraite. Mais là, on entre dans la discussion. Un second point a beaucoup changé, on y pense moins, mais je sais qu'au ministère, on y pense beaucoup, c'est la politique familiale. En 1946, on sortait de près de 150 ans de baisse de la fécondité, où la France avait été tout à fait particulière en Europe, avec une fécondité déprimée dès la première moitié du XIXe siècle. Et on a engagé une politique familiale audacieuse, une politique qui encourageait la mère de famille au foyer, d'où des avantages en compensation quand cette mère arriverait à la retraite. Or, à partir de 1900, au tournant de 1980, la vision de la politique familiale a beaucoup changé. Elle est devenue, au fond, la vision conciliée vie professionnelle et vie familiale, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus opposition entre les deux. Et de ce point de vue-là, le maintien d'avantages familiaux n'a plus la même logique, ou du moins, j'y reviendrai, ces avantages familiaux, on peut penser qu'ils doivent être décalés d'une génération. D'autres, bien entendu, vous savez que d'autres éléments ont beaucoup joué aussi, notamment concernant l'emploi public, concernant aussi l'extraordinaire compression de l'activité. Pour vous donner un nouveau paradoxe, c'est plus l'espérance de vie en bonne santé augmentait à partir de 60 ans, plus tôt on est parti du travail. Et ça, dès les années d'avant-guerre. En 1936, à l'âge auquel
plus de la moitié des hommes devenaient inactifs, étaient sortis de l'activité, c'était 74 ans. Actuellement, vous savez que c'est 58 ans. Donc, il y a eu 16 ans. On voit très souvent le tassement plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on entre plus tard. Mais on est sorti de plus en plus tôt et à un rythme qui est au fond étonnant. Alors, comment faire, c'est mon second point, du point de vue de l'équité face à ce changement.